Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier petit déjeuner du Climatoscope 360 dans le cadre de la programmation thématique de la cinquième édition des Dialogues pour le climat, intitulée Climat et inégalité en santé, rendre visibles les angles morts des politiques publiques. Pour votre information, Climatoscope 360 collabore avec les Dialogues pour le climat depuis le tout début de leur création et dans le cadre de cette cinquième édition, nous co-organisons 4 événements en ligne parce que nous croyons que créer des ponts entre la science et la société permet d'outiller différents acteurs et actrices et de contrer la désinformation alors qu'on se trouve dans un moment crucial de transition et de prise de décision. Même si nous sommes en ligne, la majorité des gens présents se trouvent à Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, un territoire autochtone non cédé, historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons donc les reconnaître comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles beaucoup d'entre nous nous trouvons et souligner les liens continus entre les peuples autochtones et toutes les communautés qui y vivent. La cinquième édition des Dialogues pour le climat se fait à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris avec la COP 30. Nous souhaitions aborder une dimension humaine et sociale de la crise climatique en explorant ensemble les liens entre santé, équité et action climatique. Les dialogues pour le climat, ce sont une initiative intersectorielle qui vise à rendre les négociations climatiques plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Merci à toutes et tous d'être là et sachez que les dialogues ont beaucoup de beaux événements pendant les 2 semaines de la COP. On va justement vous mettre dans le chat le lien vers ces événements-là. Nous tenons aussi à remercier les 10 organisations partenaires des Dialogues pour le climat que vous pouvez voir sur la première ligne de nos fonds d'écran et également remercier nos partenaires financiers que vous voyez à la ligne du dessous. Le webinaire est enregistré et sera disponible prochainement sur YouTube. Sans plus attendre, comme j'ai bien hâte d'entendre ce panel, j'ai le plaisir de vous présenter notre animateur d'aujourd'hui, Cyril Frazao, qui est engagé dans le milieu environnemental et de la santé publique au Québec depuis plus de 10 ans. Il a œuvré au sein de Nature Québec jusqu'à la direction générale et est aujourd'hui directeur santé et climat à l'Association pour la santé publique du Québec, où il place la santé publique au cœur de l'action climatique en mobilisant les acteurs du réseau de la santé, les décideurs et la société civile dans une perspective de santé planétaire. Bonne discussion à toutes et tous. Merci beaucoup, Noémie. Bien content d'être invité ici et d'animer ce super panel qui me tient à cœur, vu qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est la journée de la santé à la COP 30 qui se déroule en ce moment à Belém. Donc, les discussions internationales rappellent que la crise climatique n'est pas juste une question de GES, c'est aussi une question d'équité et de santé. Donc, ça tombe bien, on est là avec trois panélistes qui sont beaucoup plus compétents que moi sur le sujet. Donc, on le sait, les changements climatiques frappent plus durement celles et ceux qui sont déjà en situation de vulnérabilité, qu'on parle de personnes sans logement stable, qui vivent un handicap ou qui ont un emploi précaire. Pourtant, les réalités restent souvent invisibles dans les politiques publiques. Donc aujourd'hui, notre atelier vise justement à rendre visibles ces angles morts, d'où le titre, et à comprendre comment le climat, santé et inégalité se croisent, comment les politiques peuvent devenir plus inclusives et plus justes. Donc cette discussion elle s'inscrit aussi dans une continuité pour ceux et celles qui suivent les différentes COP. À la COP 28, il y a eu une déclaration sur le climat et la santé qui avait été adoptée par les membres de l'ONU, la plupart en tout cas. Donc ça s'inscrit dans cette même continuité, même les initiatives comme la TACH de l'OMS qui appelle à bâtir des systèmes de santé résilients, bas en carbone et équitables. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de croiser tous ces regards-là, de la recherche, du plaidoyer, de l'action communautaire, pour comprendre comment concevoir des politiques plus inclusives, plus justes et efficaces face à la crise climatique. Donc ce panel va être divisé en trois grandes parties. Donc la première partie va s'attaquer plus aux réalités qui sont vécues par certaines populations. Puis ensuite, nous allons parler quels sont les freins institutionnels qui exacerbe ces vulnérabilités-là. Puis enfin, on va arriver plus aux solutions, ce qui nous intéresse aussi pour mettre un petit peu de couleur aussi à ce panel et pas uniquement s'arrêter sur les freins. Donc, je vais passer directement à la question 1 et je vais donc donner la parole à chacun des panélistes présents. Donc, je vais vous présenter les panélistes individuellement et je vous laisserai répondre à la question si vous le voulez bien. Donc, on va commencer. Si tout le monde est prêt, son café à la main ou thé ou ce que vous voulez avec de la caféine, de la théine, let's go. Donc, la première partie, c'est ça. Les réalités vécues, vous travaillez toutes sur des populations bien ciblées qui sont vulnérables face au changement climatique. Donc, j'aimerais savoir, justement, changement climatique affecte-t-il de manière disproportionnée certaines populations? Donc, je vais commencer par Julie. Donc, Julie McLatchy est une analyste et chargée des politiques publiques et du plaidoyer, spécialisée dans les questions de justice environnementale, économique et de genre.
Elle travaille actuellement chez Oxfam Québec, où elle se concentre sur la fiscalité juste, la finance climatique et l'intersection entre le travail de soins et les politiques climatiques. Donc, Julie, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous ce matin. C'est certain que quand on parle des impacts du climat, on oublie souvent que les effets sont pas vécus de la même manière. Comme tu l'as dit, que nos récits, nos politiques publiques doivent passer de on est tous dans le même bateau à on n'est pas tous dans le même bateau. Les changements climatiques frappent pas dans un vide social. Ils s'inscrivent dans des inégalités préexistantes et souvent entre les individus les plus riches et les individus les plus pauvres. Donc, d'après Oxfam, les 1% de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les 2 tiers les plus pauvres de l'humanité. Pourtant, ce sont les populations les plus précaires, les femmes, les communautés autochtones ou racisées, qui paient le prix le plus lourd, souvent en santé et en espérance de vie. En 2023, Oxfam estimait que les émissions du 1% le plus riche causent environ 1,3 million de morts supplémentaires par les chaleurs extrêmes. Il y a évidemment quelques exemples de populations qui sont frappées de manière disproportionnée, hein. D'abord et avant tout, les femmes, quant à elles, qui sont en première ligne, puisque dans plusieurs régions du monde, eh bien, c'est elles qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, qui assurent la collecte de l'eau ou de nourriture. Hein, de manière globale, on parle de 72% des personnes qui prodiguent le travail de soins qui sont des femmes. Donc, quand les ressources se raréfient dues au changement climatique, leur charge de travail et leur stress physique et mental explosent. Il y a aussi lors des vagues de chaleur, les personnes à faible revenu qui vivent souvent dans des logements mal isolés ou à la rue, qui sont situés dans des quartiers urbains où des îlots de chaleur sont beaucoup plus intenses, hein. Au Québec, selon Ouranos, les quartiers défavorisés, par exemple, de Montréal, subissent des températures qui peuvent atteindre de 5 à 7 degrés de plus que les quartiers les plus riches pendant les canicules. Au Canada, comme au Québec, les populations à plus faible revenu, où on y trouve une surreprésentation des personnes racisées, vivent souvent dans des zones plus exposées à la pollution de l'air ou aux inondations. Donc, c'est des réalités qui vont entraîner des taux plus élevés de maladies respiratoires, de stress chronique, d'insécurité alimentaire. Et bien évidemment, dans le nord du Canada, il y a aussi la fonte, hein, du pergélisol qui vient détruire les infrastructures et compromettre l'accès aux soins pour les communautés autochtones. Donc, on assiste vraiment à ce phénomène-là où l'exposition au climat se superpose aux inégalités sociales de santé. Puis non seulement se superpose, mais l'intersectionnalité nous rappelle que les vulnérabilités se croisent. Être une femme racisée qui vit dans un quartier précaire, ce n'est pas seulement une addition des risques, c'est une multiplication. Les changements climatiques, ça ne crée pas seulement de nouveaux risques, ça vient approfondir les fractures sociales et sanitaires qui sont déjà existantes, et c'est précisément ces réalités-là que les politiques publiques ont souvent du mal à rendre visibles. Voilà. T'es sur mute, Cyril, je crois. Il fallait que ça commence, hein, par moi, bien Voilà. entendu, celui qui anime. Je dis que ça commençait fort. Très bon plaidoyer. Très bon et malheureux plaidoyer aussi. Donc, tu nous as parlé de l'invisibilité des femmes, travail précaire dans les politiques. En général, tu sais, l'intersection, la crise climatique qui aggrave justement toutes ces vulnérabilités-là. Je pense que Sébastien et Marianne Sarah vont aller dans ce sens-là. Donc, on va continuer avec Sébastien. Sébastien Jodoin est vice-doyen à la recherche et professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université McGill, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement. S'appuyant sur son expérience vécue de la sclérose en plaques, il dirige le programme de recherche sur l'action climatique inclusive du handicap, une initiative pionnière visant à générer, coproduire et traduire les connaissances aux intersections du handicap et de la justice climatique. Sébastien, je te laisse répondre à la même question. Les changements climatiques affectent-ils de manière disproportionnée certaines populations? Oui, alors merci pour la question, merci pour l'invitation d'être ici. Donc, je vais aborder dans le même sens que Julie. Évidemment, il y a des impacts différenciés au niveau de la population et spécifiquement, bon, ce que ma recherche démontre, c'est que les personnes en situation de handicap sont plus touchées par les changements climatiques, non seulement les événements climatiques extrêmes, comme une vague de chaleur, mais aussi les impacts plus graduels, qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi réels pour les personnes qui ont un handicap. Donc, juste quelques données pour vous démontrer ce fait. Spécifiquement, je vais regarder les deux vagues de chaleur meurtrières au Canada
celle en 2018 où 61 personnes sont décédées à Montréal. Et dans cette vague de chaleur-là, à la suite de cette vague de chaleur-là, il y a eu une enquête épidémiologique. Et ce que ça a révélé, c'est que 75% des gens qui sont décédés avaient un handicap. Euh, et dans la vague de chaleur qui a frappé la Colombie-Britannique au mois de juillet 2021, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait les données. Il y a des chercheurs qui ont regardé qui est décédé, puis ont regardé ces gens-là, est-ce qu'ils étaient, oui ou non, enregistrés comme étant sur un registre de maladies chroniques que le gouvernement de la Colombie-Britannique maintient. Et dans ce cas-là, c'était 91% des personnes qui sont décédées avaient un handicap, c'est-à-dire ils avaient au moins une maladie chronique. Et la plupart en avaient plus qu'une. Donc, quand on regarde, évidemment, tout ça, c'est intersectionnel, comme Julie l'a mentionné, mais quand on regarde, disons, les différentes intersections, euh, si je regarde les facteurs à risque, par exemple, être plus âgé, oui, les victimes de l'impact de chaleur sont plus âgées, mais et si on regarde la pauvreté, tout ça, mais la réalité, c'est que le facteur numéro un que les gens ont, qui les mettent le plus à risque dans ces valeurs de chaleur-là, c'est d'avoir un handicap. Ensuite, la raison pourquoi ça provoque cette vulnérabilité accrue-là, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est pas juste une explication médicale, évidemment. Euh, donc, l'autre chose que je voudrais mentionner, c'est qu'en plus donc, des taux de mortalité plus élevés qu'on voit dans les vallées de chaleur au Canada, on a moins de données à ce niveau-là, mais on sait que c'est aussi, par exemple, dans d'autres événements climatiques extrêmes autour du monde, les cyclones, on sait que les personnes qui sont en situation de handicap sont parmi les victimes les plus nombreuses. Pour les impacts plus graduels, donc on va parler par exemple d'une augmentation graduelle de la température, on va parler de gel, dégel l'hiver. Ces phénomènes-là, ils ne font pas les manchettes, il n'y a pas de mobilisation de ressources d'urgence ou de plans d'urgence dans ces situations-là. Mais la réalité, c'est que ça peut avoir des effets vraiment très négatifs sur la santé physique, mentale et la mobilité des personnes qui ont un handicap. Donc, et là, je vais juste donner l'exemple personnel parce que c'est la raison que je fais cette recherche-là, c'est cette découverte que j'ai faite il y a 10 ans. Mais dans le fond, 65% des gens qui ont la sclérose en plaques sont vraiment très sensibles à la chaleur. Et avant qu'il y ait des IRM, pour te diagnostiquer, ils te mettaient dans un bain chaud pour voir ce qui se passait. Donc, ça a plein d'effets sur le système nerveux. Et donc, pour des gens qui sont moins privilégiés que moi, qui n'ont pas l'accès à l'air climatisé ou des excellents soins de santé, cette chaleur-là, qui pour la plupart des gens, OK, c'est plus chaud, mais qui ne mène pas une mortalité en tant que telle, mais ça peut vraiment faire que les gens ne vont pas sortir de chez eux. Et ça a tout un impact sur leur santé physique et mentale. Et finalement, juste pour mentionner, donc il y a toujours des impacts indirects des changements climatiques qui vont affecter les personnes en situation de handicap davantage. Donc, spécifiquement, je peux citer l'exemple du fait que souvent, il y a des ressources, des services essentiels sur lesquels on a une plus grande dépendance, par exemple les services de santé, qui vont être perturbés en raison des changements climatiques. Puis finalement, on a de la recherche qui nous dit aussi que après un événement climatique extrême, il y a vraiment des obstacles à long terme au niveau du rétablissement. Donc, après Hurricane Katrina aux États-Unis, par exemple, en moyenne, ça a pris un an de plus pour les personnes qui avaient un handicap d'avoir accès à un logement. Donc, on voit vraiment que les impacts sont durant et aussi après les événements climatiques, ils sont plus prononcés. Merci beaucoup, Sébastien. Encore une fois, on voit les effets cumulatifs là, et que c'est pas juste un diagnostic médical, mais il y a aussi tout ce qu'on va parler juste après au niveau des barrières systématiques et autres. Marianne, Sarah, je vais te laisser continuer dans le même sens et probablement aller vers une autre type de population vulnérable. Donc, Marianne Sarah Saunier est anthropologue, chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités et professeure associée à l'UQAM. Ses travaux portent sur les inégalités sociales et la justice climatique, en particulier sur les transformations des rapports de pouvoir liés aux mobilisations féministes et aux impacts différenciés des changements climatiques en Inde et au Québec. Pareil, je te laisse répondre à la même question, que les changements climatiques affectent-ils de manière disproportionnée certaines populations? Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Un peu comme Julie l'a démontré,
Moi, dans mes recherches, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux intersectionnels, beaucoup sur les femmes, mais en faisant mes recherches, entre autres à l'Observatoire québécois des inégalités, un des gros angles morts de la transition socio-écologique, c'est les personnes en situation d'itinérance. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. En ce moment, on a une collaboration, l'Observatoire et Ouranos, où on fait une recherche action participative auprès de populations en situation d'itinérance qui sont dans différents milieux au Québec. Et on fait de la recherche avec des experts du vécu, des ateliers vraiment avec eux pour voir comment est-ce qu'eux, en ce moment, vivent les changements climatiques, comment, en ce moment, ils réussissent à trouver des solutions pour essayer de s'adapter, puis qu'est-ce qui manque aussi. Donc, c'est à travers les résultats qu'on a eus de ces recherches-là pour l'instant, qui commencent tout juste, c'est un projet qui se termine jusqu'en 2027, que je vais vous présenter un petit peu ces aspects-là. Donc, pour répondre à ta question, Cyril, les personnes en situation d'itinérance sont parmi les plus exposées au changement climatique parce qu'elles vivent vraiment directement les effets physiques du froid, de la chaleur ou des tempêtes en raison qu'elles n'ont pas d'abri stable, puis elles n'ont pas non plus accès à un environnement qui est contrôlé. Ça se rajoute à un besoin quotidien qui implique souvent de longs déplacements pour être capable d'aller se nourrir. On a des gens, par exemple, là, qui vont marcher pendant 1 heure et demie, des fois 3 heures pour aller chercher un repas. Ensuite, pour avoir un refuge, ils doivent aller marcher une autre 2 heures. Donc, imaginez quand il pleut, quand il y a un effet de gel, dégel. Simon, excusez-moi, Sébastien en parlait tantôt. Ça a un impact, par exemple, ne serait-ce que sur les souliers, quand on est mal chaussé, après, ça joue sur notre santé. Donc, déjà, ça a un impact. Et puis, nos recherches participatives à l'Observatoire québécois des inégalités, ça a démontré que les personnes rencontrées décrivaient des épisodes de fatigue extrême, de désorientation et de détresse psychologique pendant les vagues de chaleur, mais aussi durant les événements climatiques extrêmes, comme les grandes pluies, quand il y a eu des annonces à la tornade. On a des gens qui nous ont dit, par exemple, qu'ils avaient peur de mourir, qu'ils étaient certains qu'ils allaient mourir dans la rue durant ces moments-là. On ressent des problèmes d'hypothermie dès l'automne. Faute de lieu pour se réchauffer parce que le filet social est de plus en plus de failles, il y a peu de place pour accueillir le nombre de personnes croissantes qui sont en situation d'itinérance. Et on recense des enjeux de déshydratation autant l'hiver que l'été parce que oui, on a des parcs, on a des fontaines, mais c'est pas toutes les fontaines qui fonctionnent, absolument pas. Puis ces fontaines-là sont fermées durant l'hiver, donc il y a un enjeu pour être capable de s'hydrater correctement. Ce qui est particulier aussi, ça a été mentionné aussi par Sébastien, c'est que les impacts ne sont pas seulement immédiats, ils s'accumulent dans le temps, c'est-à-dire que l'exposition prolongée à l'humidité, au froid, aux polluants, ça entraîne une dégradation accélérée de la santé physique et mentale. Pour les personnes en situation d'itinérance, l'accès aux soins, elle est souvent interrompu. Il y en a plusieurs qui perdent leurs médicaments pendant les déplacements ou qui n'ont tout simplement pas accès à des médicaments, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie ou sinon encore, ils vont éviter les urgences ou les personnes de premiers soins par méfiance. D'ailleurs, dans nos recherches, on a beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont des Premières Nations. Il y a un gros enjeu de confiance avec les autorités. Donc, ça rend les épisodes climatiques beaucoup plus dangereux. Pour ce qui est des événements extrêmes comme les canicules, les inondations, le verglas, ça désorganise aussi les réseaux de soutien communautaire qui sont existants en ce moment, qui tiennent déjà à bout de bras la situation. Donc, quand les refuges ferment temporairement ou que les transports cessent, on l'a vu récemment, mais les personnes se retrouvent isolées, parfois sans accès à l'eau potable ou à des toilettes publiques. On parlait d'intersectionnalité tantôt, mais les femmes, les personnes autochtones, les personnes trans ou les migrants ou sans statut sont particulièrement vulnérables et vont subir davantage de violences, de discrimination et d'isolement. Et ça va compliquer la recherche d'un lieu sécuritaire pendant les crises climatiques. Et c'est à noter aussi que les violences envers les groupes marginalisés tendent toujours à augmenter durant les catastrophes climatiques ou dans les crises de tout genre. On l'a vu par exemple avec la COVID. Il faut garder aussi en tête que l'itinérance, c'est une forme d'inégalité climatique en soi parce qu'elle combine une exposition directe aux aléas environnementaux et une exclusion systémique des mesures d'adaptation qui supportent un logement, une adresse ou un certain rapport de confiance avec les institutions. Puis finalement, juste pour terminer, on observe dans nos ateliers participatifs qu'on fait à l'Observatoire, c'est que les personnes concernées comprennent très bien les liens entre le climat et la santé et développent déjà des stratégies d'adaptation comme se regrouper pour veiller la nuit ou identifier des endroits qui sont plus sûrs pendant les vagues de chaleur. Ces savoirs-là de terrain restent par contre vraiment invisibles dans les politiques publiques. Merci beaucoup, Noémie.
Je pense qu'il y aurait certaines de nos politiciens, politiciennes qui devraient entendre ce que vous racontez parce qu'il y a des fois un gros gap hein, entre la réalité vécue de ces populations qui vivent une situation disproportionnée des changements climatiques versus les politiques qui devraient soutenir et qui devraient protéger la santé de toutes les populations. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Et ça va nous amener justement à au deuxième bloc du panel, quels sont les freins justement qui accentuent justement cette situation-là de vulnérabilité de certaines populations-là. Ceux qui nous ont rejoints, donc vous êtes bien sur le panel climat, inégalité, santé. On a parlé en premier des réalités vécues selon des situations particulières pour des populations en situation de vulnérabilité. On va continuer. Je voudrais juste vous dire, vous avez un petit en bas Q&A si vous voulez déjà poser vos questions. Il y aura une petite période une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Il y a l'équipe des dialogues qui sont là pour essayer de prendre toutes vos questions et on les donnera ensuite à la fin. Donc, on continue avec donc justement les freins institutionnels. J'aimerais vous entendre. On peut aller dans le même ordre. Julie, Sébastien, Marianne, Sarah, vous pouvez interagir au besoin. C'est quand même ma job d'animer, donc on va essayer de faire ça ben souhait. Euh, Quels sont les mécanismes, c'est ça, qui exacerbent ces vulnérabilités? Vous avez toutes parlé des changements climatiques, les inégalités, mais maintenant allons un peu plus au niveau institutionnel. Donc, Julie, je te laisse commencer. Oui, ben, je serai relativement concise puisque j'aimerais passer plus de temps sur les solutions de mon côté. Mais c'est certain que les freins sont à la fois politiques, structurels, culturels. Le premier, à la base, ben, c'est tout simplement l'aveuglement institutionnel, hein. Nos politiques climatiques ou de santé publique sont souvent pensées pour tout le monde, donc pour personne en particulier. On parle d'adaptation, on parle de résilience, mais sans réellement se demander résilience pour qui. Nos rapports montrent que moins de 2% du financement climatique mondial est spécifiquement orienté vers des projets sensibles au genre. Donc, autrement dit, les femmes sont en première ligne des impacts, comme je mentionnais plus tôt, mais en dernière ligne du financement au final. Deuxième frein, l'accès inégal au pouvoir et à la décision. Donc, les populations marginalisées sont rarement autour de la table quand se discutent les plans d'adaptation ou de santé publique. Ça se traduit souvent par des mesures qui sont mal adaptées, voire contre-productives. Hein, souvent, on parlait tantôt là, du savoir terrain des groupes principalement concernés. Ben, ce n'est souvent pas un savoir qui est autour de la table lorsque les décisions sont prises. Donc, veut pas, les mesures seront mal adaptées à la réalité. Troisièmement, ben, tout simplement la précarité matérielle et l'exposition accrue, hein. Les ménages les plus pauvres n'ont pas nécessairement les moyens de se protéger ou de se remettre d'une catastrophe. Et on a malheureusement, plusieurs exemples de ça dans plusieurs régions de la planète actuellement. Puis enfin, ben, un frein qui est un petit peu plus silencieux, mais qui est d'autant plus important et que des organisations comme l'Observatoire québécois des inégalités, entre autres, mettent de l'avant, c'est l'absence de données ventilées. Sans statistiques qui croisent le genre, le statut socio-économique, etc., ben, les politiques publiques ne voient pas l'injustice. Et donc, l'invisibilité statistique devient une invisibilité politique. Et c'est un frein qui est particulièrement important pour les femmes, d'abord et avant tout, comme je le mentionnais, parce que ben, souvent ce travail de soins-là qu'on mentionne, hein, dont les femmes représentent 72% des individus qui le prodiguent, est souvent non reconnu, non ou peu rémunéré et donc souvent faiblement protégé. Et malheureusement, ben, c'est un travail qui est appelé à devenir de plus en plus lourd en contexte climatique dégradé. Je mentionnais les femmes à ce niveau-là. Ben, non seulement les femmes sont les principaux individus qui prodiguent le travail de soins, mais ce sont aussi les personnes qui en ont le plus, les personnes qui font le plus recours aux services de soins parce qu'elles sont souvent proches aidantes, responsables de la famille, responsables de plein de ce type de services-là. Et donc, lorsqu'il y a un accès réduit aux soins de santé, ben là, ça devient problématique. Donc, au final, le message, c'est que ce qui exacerbe la vulnérabilité climatique, c'est pas seulement la météo, c'est la manière dont nos systèmes politiques puis économiques choisissent de ne pas voir certaines vies, d'où l'importance d'une approche féministe, une approche décoloniale à la finance climatique et à l'élaboration de politiques publiques en matière de santé. Voilà. Merci Julie, très intéressant. Et tu parles des systèmes politiques, économiques et des systèmes de santé qui sont de plus en plus vulnérables aussi. Tu en parles. L'absence de données ventilées, c'est un gros problème. Une demande, c'est auprès du ministère de la Santé d'avoir
plus de données, plus transparentes aussi, pour nous permettre, même nous autres, les organisations, de pouvoir aussi aller vers des actions coordonnées. Sébastien, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette enquête épidémiologique que j'ai mentionnée concernant la vague de chaleur de 2018. Je vais utiliser ce qu'on a vu dans cette étude-là spécifiquement sur la vulnérabilité climatique des personnes qui avaient la schizophrénie. Donc, dans cette vague de chaleur-là, un quart des victimes avaient la schizophrénie. Donc, ça, c'est une part de en fait, ça veut dire qu'ils sont surreprésentés par 500 fois au niveau de leur mortalité dans cet événement-là. Donc, la question, c'est pourquoi, par exemple, parce qu'une personne qui a la schizophrénie est plus à risque, dans le fond, dans une vague de chaleur. Puis répondre à cette question-là, ça nous permet de voir finalement toutes les différentes barrières qui vont jouer un rôle. Donc, c'est certain qu'à la base, oui, il y a un facteur médical ici, c'est-à-dire que quand on prend des médicaments antipsychotiques, ça affecte notre capacité à réguler la température du corps. Donc, médicalement, c'est ce qui nous met plus à risque. Mais moi, ce que je pense, ce que la recherche démontre, c'est que si on meurt dans un vallée de chaleur, aujourd'hui au Québec, c'est pas parce qu'il y a un facteur médical, c'est tout le reste. Donc, l'approche standard pour expliquer la vulnérabilité climatique, c'est la relation entre trois choses. La sensibilité à un impact, l'exposition à des impacts, puis notre capacité d'adaptation. Donc, c'est certain qu'au niveau de la sensibilité, oui, si on prend ce médicament-là, on est plus exposé à la chaleur. Mais il faut dire aussi que normalement, on devrait avoir en place des mesures pour que les gens puissent mieux gérer les effets secondaires de leurs médicaments. Donc, même au niveau ici, il y a une question d'accès aux soins ou à l'information ou au suivi qui explique en partie cette sensibilité-là. Mais quand on regarde les questions d'exposition, qu'est-ce qu'on voit? Les gens, où est-ce qu'ils habitaient, qui sont morts dans la vague chaleur, ils habitaient dans des quartiers qui avaient moins d'espace vert. Ils habitaient dans des immeubles qui n'avaient pas de la ventilation, qui n'avaient pas de l'air climatisé. Donc, ils étaient plus exposés finalement au risque de la chaleur en raison de leur statut socio-économique plus précaire. Puis finalement, ben, c'est vraiment toute la capacité d'adaptation, c'est ça qui, je pense, qui joue le plus gros rôle ici. Donc, si on a accès à un revenu décent, on a accès à un logement décent, on a accès à de l'air climatisé, par exemple, ou une thermopompe qui va nous climatiser l'été. Euh, Également, les gens qui ont la schizophrénie, c'est une condition très stigmatisée. Donc, ils n'ont pas nécessairement, ils vivent beaucoup d'isolement. Donc, la plupart des gens qui sont décédés, c'est des gens qui vivaient seuls. Et c'était pas des gens qui avaient nécessairement la famille ou des amis qui viennent les voir pour s'assurer qu'ils sont corrects durant le vague de chaleur. Puis finalement, pour moi, c'est parce que je suis un avocat en droits humains, moi, je dis toujours, l'acteur principal ici, c'est le gouvernement qui a une responsabilité de protéger les citoyens et les citoyennes. Mais quand on regarde les plans de vague de chaleur avant, les plans d'urgence aux vagues de chaleur avant ces événements-là, ils mentionnaient les enfants, puis les personnes âgées, mais ils ne mentionnaient pas les personnes qui avaient des maladies de type psychotique ou neurologique. Et c'est la même chose, par exemple, aussi qu'on a vu en Colombie-Britannique. Leur plan avant la vague de chaleur de 2021, ils mentionnaient les personnes âgées puis les enfants, mais pas les gens qui étaient les plus à risque au niveau des handicaps. Donc, il n'y avait pas en place des mesures pour communiquer avec ces gens-là, pour s'assurer qu'ils soient au courant qu'ils étaient plus à risque durant une vague de chaleur. Il n'y avait pas de mesures pour les évacuer ou leur amener de l'eau ou d'autres formes de secours. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, quand on regarde finalement ces trois facteurs-là, ce qu'on voit, c'est que la raison que les gens sont plus vulnérables aux événements climatiques, si on a un handicap, c'est vraiment à cause des barrières à long terme auxquelles elles font face et spécifiquement les barrières auxquelles elles font face dans les efforts d'adaptation puis d'urgence que les gouvernements mettent ou ne mettent pas en place. Merci Sébastien. Je pense que c'est majeur dans la COP en ce moment. On parle beaucoup de tous les aspects d'atténuation, mais l'adaptation, on a les deux pieds dans la tempête là. Donc, je pense que ça va être majeur, bien sûr, de bien coordonner nos efforts. Lorsque tu parles de plan d'urgence, effectivement, il y a clairement un manque d'inclusion et de gros travail là, pour répondre à cette situation-là. Parce que la santé mentale, c'est souvent là où on coupe aussi, beaucoup dans les budgets aussi. Donc, c'est problématique. Quand on parle de santé mentale, c'est un spectre assez large et j'en passe.
Mais Marianne, Sarah, je vais te laisser de parler. Il me semble que tu vas aller dans ce sens-là aussi. Donc, je te laisse la parole. Oui, ben, mes collègues ont déjà dit des super réponses, là. Ça rejoint quand même à plusieurs niveaux ce que j'allais dire. Puis j'ai déjà donné quelques petits indices là, de freins qui exacerbent justement les vulnérabilités climatiques pour les personnes en situation d'itinérance. Mais parmi différentes réponses, il y en a vraiment plusieurs, mais il y a l'idée que les politiques climatiques et sanitaires reposent souvent sur l'idée qu'une personne a un logement, elle a une adresse, elle a un réfrigérateur, un téléphone ou une carte d'assurance maladie. Donc, ces conditions-là de base ne sont pas réunies pour les personnes en situation d'itinérance, ce qui va les exclure automatiquement de plusieurs mesures d'adaptation. La vulnérabilité climatique, elle est aussi aggravée par un accès limité ou instable aux soins. Comme je disais tantôt, ben, beaucoup n'ont pas de carte d'assurance maladie, vont perdre leurs médicaments pendant les déplacements, vont pas y avoir accès ou vont hésiter à entrer en contact avec des services publics par méfiance ou par crainte de discrimination. C'est un enjeu qu'on voit souvent. Donc ça transforme chaque vague de chaleur ou de froid en risque qui est vital. Il existe un cloisonnement entre les secteurs, donc les équipes en santé publique, en environnement, en sécurité civile et en itinérance ne travaillent pas nécessairement ensemble. Cette absence-là de coordination, ça empêche d'anticiper les besoins et ça crée des zones grises où les personnes ne se sentent pas responsables de l'adaptation climatique des personnes sans abri, ce qui fait qu'elles vont tomber dans les cracks, en fait. Ça va devenir un angle mort. Le financement des organismes communautaires aussi, il faut garder en tête qu'il est saisonnier ou encore il est basé sur l'urgence ou il y a des enveloppes qui se terminent après environ 2-5 ans, ce qui fait que c'est difficile d'avoir une vision à long terme. Ça va obliger les milieux à improviser en continu plutôt que de planifier des réponses climatiques qui sont stables, qui sont accessibles et qui sont adaptées aux réalités locales. Les infrastructures publiques essentielles pour l'adaptation, comme par exemple les bibliothèques, qui sont vraiment souvent considérées par les personnes en situation d'itinérance comme étant vraiment des lieux de confiance. Les bibliothèques, jusqu'à date, c'est vraiment ce qui revient beaucoup dans nos données. Mais aussi les centres communautaires ou les stations de métro sont souvent fermés la nuit ou lors d'événements climatiques extrêmes. Donc, les personnes se retrouvent sans lieu sécuritaire pendant les moments les plus critiques. Les violences vécues par certains groupes, comme les femmes, les personnes autochtones, les personnes trans, limitent leur capacité à accéder à des refuges ou à se déplacer pendant les événements climatiques. L'insécurité personnelle devient un frein direct à l'adaptation. Les données sur l'itinérance et la santé en contexte climatique sont insuffisantes, on en parlait tantôt. Il y a très peu de collecte d'informations spécifiques, les données désagrégées, encore moins ventilées selon le genre, le statut migratoire ou l'identité autochtone. Donc, l'absence de données, ça empêche la planification et ça masque l'ampleur du risque. Encore une fois, ça veut dire que c'est une population qui tombe entre les cracks. Et finalement, je l'ai dit tantôt, mais je le martèle, l'expertise des personnes concernées est rarement reconnue. Pourtant, ce sont elles qui identifient le plus rapidement les vulnérabilités et les stratégies d'adaptation qu'il faut mettre en place. Donc, leur exclusion des processus décisionnels, c'est un frein majeur parce que les solutions restent déconnectées des réalités qui sont vécues. Merci, Marianne-Sarah. Très intéressant aussi. Ça complète parfaitement le portrait des freins institutionnels. On a parlé des freins politiques, structurels, l'absence de données, le manque d'inclusion dans les plans d'urgence, l'absence de coordination intersectorielle, le financement saisonnier, manque de coordination. Donc, c'est un paquet de freins quand même. Ceci étant dit, j'ose croire que vous travaillez toutes et tous sur des solutions et aussi dans des contextes où il y a des leviers, souvent qui sont pas assez bien attrapés. On a des leviers et sont présentés aussi à la COP par différentes organisations et dans les différents pavillons. J'aimerais savoir de votre côté, vous pourriez me parler de justement quelles sont les approches qui permettraient de rendre les politiques plus justes et plus inclusives à différents niveaux, que ce soit gouvernement, organisation, grand public. Donc, je vous laisserai la parole pour ce dernier bloc. Je rappelle à nos participants, n'hésitez pas, dans une dizaine de minutes, on va passer aux questions. Donc, encore dans le Q&A, n'oubliez pas d'écrire vos questions. Vous ne pourrez pas avoir accès à votre micro. Donc, voilà, merci beaucoup. Julie, je te laisse commencer as usual la première. Oui, ben moi, dans le fond, j'ai divisé un peu ma réponse en 3 blocs. Donc, gouvernement, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire, qu'est-ce que les organisations peuvent faire, et on n'oublie pas les individus non plus.
Donc, je vais aller un peu en style liste d'épicerie, mais on pourra explorer davantage dans les questions là, si jamais on veut creuser un peu plus. Donc, directement pour les gouvernements, ben, de mettre en œuvre des politiques d'adaptation puis de santé publique qui explicitement intègrent l'équité climatique. Donc, par exemple, des plans de résilience urbaine qui ciblent des quartiers vulnérables, un accès renforcé aux soins pour les communautés qui sont marginalisées. Les gouvernements peuvent tout simplement inscrire dans leur stratégie nationale de santé et de climat un objectif de réduction d'inégalités de santé liées au climat. Donc, par exemple, dans le cadre de l'accord de Paris, la tenue actuelle de la COP30 va créer une fenêtre politique pour exiger que l'injustice climatique soit prise en compte dans les négociations, que la santé soit intégrée dans l'agenda climat et que les fonds d'adaptation ou de pertes et dommages intègrent explicitement les inégalités de santé. Les financements publics ou climatiques, on peut exiger que les contributions nationales vers l'adaptation et la santé publique soient conditionnées à des indicateurs d'équité, par exemple, donc genre pauvreté, nationalité, peu importe. Aussi, de lier l'action climatique et la justice fiscale, par exemple, d'aller taxer les plus gros pollueurs, donc les personnes, les secteurs, les pays les plus riches, pour par la suite redistribuer ces ressources-là vers des infrastructures de résilience, vers la santé publique, les services sociaux, de renforcer la participation des communautés marginalisées dans la conception des politiques. On en a parlé tout au long du panel, mais de s'assurer que les femmes, les personnes en situation d'itinérance, les peuples autochtones, les minorités soient aux tables de décision, les principaux concernés soient aux tables de décision. Et finalement, de collecter et publier des données désagrégées là, sur les impacts climatiques de la santé pour mieux cibler les interventions par la suite. Très important. Ben, au niveau des organisations, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais de vraiment venir utiliser une approche croisée qui combine santé, climat et égalité, de ne pas travailler en silo. Par exemple, une formation communautaire en résilience climatique, des programmes dirigés par les femmes ou les minorités racisées, l'intégration de la prise en compte de genre dans des projets climat. Oxfam, entre autres, là, a des programmes. Donc, Oxfam, on travaille à la fois au Québec, au Canada, et on a des programmes au niveau international. Donc, on a des programmes d'adaptation locale qui mobilisent des savoirs traditionnels. Les femmes, les jeunes, les personnes marginalisées sont aux premières lignes. Donc, par exemple, on a une initiative menée dans la province de Kratie au Cambodge qui soutient les femmes et les groupes marginalisés à renforcer la production alimentaire et la résilience en y intégrant le savoir traditionnel, en encourageant la planification, la participation locale des principales travailleuses au final. Puis finalement, ben, au niveau grand public, et là je m'adresse peut-être à ceux qui nous regardent en ce moment, on entend souvent que bon, les gestes verts, c'est donc bien important, puis et tout et tout. Oui, c'est certain que c'est important de faire ces gestes-là. Par contre, l'action individuelle peut aussi être civique. Donc, de venir soutenir les politiques justes, de venir exiger la transparence des investissements climatiques et tout simplement de refuser que les coûts de la transition reposent sur les épaules des personnes les plus pauvres. Donc, on vient vraiment changer le récit. De dire que de parler de climat, c'est de parler de santé, c'est de parler de justice, puis que l'égalité climatique, au final, c'est un levier puissant de santé publique. On l'a mentionné en introduction. Chaque mesure de justice environnementale, c'est aussi une mesure de prévention sanitaire. Voilà. Merci Julie, je sens ton plaidoyer Oh oui, ça vient du cœur. avec conviction du cœur et quand on parle, c'est ça, hein, quand on parle de santé, on parle d'humain. Tu sais, on parle pas juste de gestes de carbone, effectivement, les inégalités, c'est des humains, l'égalité, c'est l'humain, la santé, c'est les humains, se soigner, prévenir. Et effectivement, merci beaucoup d'accentuer là-dessus. Sébastien, je te laisse prendre la relève. Merci, oui. Donc, dans notre programme de recherche, une des choses qu'on fait, nous, c'est on, on collecte de manière systématique les politiques publiques. D'ailleurs, on a lancé hier un nouveau rapport à la COP, où est-ce qu'on a analysé la plus récente édition de l'analyse des politiques climatiques autour du monde. Pour la première fois, il y a environ 50% des politiques d'adaptation des États membres de l'accord de Paris qui mentionnent les personnes handicapées. Donc, c'est quand même beaucoup de progrès là, depuis la première année où on l'a fait, où est-ce que c'était 20%, donc on est rendu à 50%. Mais en même temps, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une politique d'adaptation sur deux qui mentionne aucunement les personnes handicapées ou le handicap comme un facteur qui est accessible à la vulnérabilité. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, une des choses que nous, on fait dans notre programme de recherche, c'est ça, c'est
on collecte ces politiques-là, on les analyse, on les partage avec, puis on fait cette analyse-là avec nos partenaires dans les organismes de personnes handicapées pour qu'ils puissent utiliser ça comme un outil pour la plaidoirie. Donc, c'est certain qu'au niveau des politiques publiques, comme Julie le mentionnait, il y a beaucoup de potentiel. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment intégrer les questions de handicap dans les politiques d'adaptation. On peut aussi s'assurer que les politiques qui touchent les services sociaux et la santé aussi sont développées en fonction des besoins et des enjeux climatiques. Moi, ce que je voudrais, juste deux pistes de solutions sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est de vraiment miser sur la participation des personnes en situation de handicap dans les processus d'adaptation. Donc, ce que je dis toujours, c'est qu'on a une expertise en résilience qu'on doit développer quand on a un handicap ou quand on a une maladie chronique. Et il y a toute une richesse de connaissances puis d'informations qu'on a qui peut être utile non seulement d'un point de vue individuel, donc des pratiques individuelles qu'on peut adopter, mais aussi des pratiques qui renforcent la résilience de la communauté, puis donc tout un potentiel euh, de, 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 de pouvoir contribuer à de meilleures politiques climatiques, d'adaptation, puis au niveau de la santé. Donc, juste donner un exemple concret. euh, dans, euh, aux États-Unis, par exemple, il y a des immeubles où est-ce que, il y a une obligation d'avoir une chaise d'évacuation. OK? Donc, dans le fond, je ne sais pas si vous savez, mais quand il y a une urgence qui frappe un immeuble, euh, on n'est pas supposé prendre l'ascenseur. Il faut attendre que, si on n'est pas capable de descendre les escaliers, il faut attendre que les personnes, excusez-moi, il faut attendre que les pompiers viennent chercher les gens et les descendre. OK? Ça, c'est juste pour que vous sachiez, c'est ça le protocole dans vos immeubles, là, peu importe où vous êtes à Montréal ou au Québec. Mais aux États-Unis, il y a des villes où est-ce qu'il y a une obligation d'avoir une sorte de chaise d'évacuation dans tous les escaliers qui fait que on peut, une autre personne doit nous aider, mais si on utilise l'assistante, on peut descendre, disons, les escaliers avec cette chaise d'évacuation-là. Maintenant, ça, c'est pas juste quelque chose qui va bénéficier aux personnes qui utilisent la chaise roulante. Ça va bénéficier, disons, aux personnes âgées qui peut-être sont pas à mesure de descendre 40 étages là, rapidement. Mais ça va aussi bénéficier à la personne de 20 ans qui a perdu connaissance parce qu'il y a eu un incendie, quoi que ce soit, puis qui n'est pas capable d'évacuer. Dans le fond, c'est ce genre d'innovation-là, d'accessibilité-là, euh, que seulement une personne qui a un enjeu de mobilité pourrait concevoir puis développer. Ensuite, ça va pouvoir bénéficier à tout le monde si on l'adopte, si on lui donne de la place. Donc ça, c'est le genre de, de- il y a un potentiel d'innovation puis de contribution que les gens qui ont un handicap peuvent contribuer au niveau de la mise en place de solutions climatiques accessibles à tous. Puis juste donner un dernier petit exemple que je trouve intéressant, c'est le potentiel qu'on puisse utiliser l'adaptation climatique comme un levier pour rendre la société plus inclusive. Donc, dans le fond, euh, il y a les sommes d'argent qui sont investies dans la décarbonisation puis la résilience climatique sont infiniment plus larges que ce qui a déjà été jamais investi en accessibilité. Si on peut prendre, moi ce que je dis toujours, c'est si on peut prendre comme 10% de l'argent qui va être investi là-dedans pour en même temps en profiter pour rendre les choses plus accessibles, ça va être le plus gros investissement en accessibilité de l'histoire du Canada. Donc aux États-Unis, dans le fond, sous l'administration Biden, ils avaient un plan de ce genre. Donc c'était un plan pour financer les infrastructures vertes. Euh, mais dans le plan, ils avaient réservé 2 milliards de dollars pour prendre des infrastructures existantes puis les rendre accessibles. C'est le genre de choses que je pense on a besoin de réfléchir parce que l'adaptation climatique, c'est une urgence, une nécessité, mais c'est aussi une opportunité. Tant qu'à refaire la société, refaisons-la aussi d'une manière plus accessible et juste pour le plus grand nombre. Du coup, Sébastien, comme je dis souvent, là, on fait pas des omelettes sans casser des œufs, là, et tu sais, faut avoir le courage politique d'investir. Tu sais, quand on regarde dans l'enveloppe de la santé, il y a juste un 2-3% qui va en santé publique, qui est tout dans la prévention et qu'il y a de quoi faire en termes de prévention qui pourrait répondre à bien des problèmes comme l'accessibilité, justement aussi. Euh, Marianne Sarah, je te laisse le mot de la fin pour ce bloc-là.
Ouais, ben, merci à mes collègues, encore une fois, d'excellentes réponses. Moi, ma réponse, je vais y aller vraiment plus sur le côté gouvernemental parce que ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que les individus, les organisations, ils en ont déjà des solutions. Ils font déjà tout ce qu'ils peuvent pour mettre en œuvre des idées qu'ils ont avec très peu de moyens. Mais sans réelle volonté politique, ces idées-là, puis ces solutions, souvent, ça reste des band-aids. Donc, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un changement au niveau du gouvernement. Et ça, pour ça, j'ai plein de suggestions. Donc, de un, c'est vraiment de reconnaître officiellement l'itinérance comme un danger de santé publique lié au changement climatique. Ça permettrait d'intégrer ces réalités dans les plans d'adaptation plutôt que de les traiter comme des situations d'urgence isolées. Euh, une autre idée, ce serait de financer de manière pluriannuelle les refuges climatiques, les aides chaleur et les espaces frais, en les considérant comme étant des infrastructures qui sont essentielles au même titre que les centres de santé pendant les épisodes extrêmes. Il y a aussi d'intégrer systématiquement le logement dans les stratégies climatiques. Ça, c'est super important parce qu'un logement stable, c'est la meilleure prévention contre les risques climatiques. Cette dimension-là doit apparaître clairement dans les plans d'adaptation régionaux et nationaux. Assurer une coordination intersectorielle, excusez-moi, formelle, comme je disais tantôt, entre l'environnement, la santé publique, la sécurité civile et l'itinérance. Ça nécessiterait des mécanismes permanents, pas seulement des comités temporaires durant les crises climatiques. Développer des protocoles climatiques qui sont adaptés aux réalités des personnes marginalisées, comme par exemple prévoir des lieux qui sont ouverts 24 heures pendant l'épisode extrême, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui dorment dans la rue pendant ces épisodes-là, des ressources mobiles en santé et des plans de communication qui sont accessibles sans téléphone et Internet. L'enjeu de communication, ça joue pour beaucoup. Il y a des gens dans la rue qui nous disaient que quand il y a une crise, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas accès à l'information en moment d'urgence. Il y a aussi de soutenir les municipalités pour qu'elles puissent adapter leur infrastructure et leurs services aux populations sans domicile, comme par exemple financer des toilettes publiques, des points d'eau, j'en parlais tantôt, des zones ombragées et des lieux de repos qui sont climatisés. Ça, on l'a tous les trois dit, mais imposer la collecte de données ventilées sur les impacts climatiques en lien avec l'itinérance, le genre, le statut migratoire, le handicap, ça permettrait de documenter les risques réels et de planifier en fonction des besoins concrets plutôt que sur des suppositions. Finalement, il y a aussi intégré des mécanismes de participation citoyenne dans l'élaboration des politiques climatiques. Sébastien en parlait tantôt, mais d'inclure les personnes en situation d'itinérance, par exemple, dans les organismes communautaires. Les politiques sont plus efficaces et sont plus ciblées lorsqu'elles sont construites en partenariat avec celles et ceux qui vivent les impacts au quotidien. Et finalement, développer une approche de justice climatique dans les politiques sociales, par exemple en révisant les critères d'accès aux programmes de soutien pour tenir compte, excusez-moi, de la précarité extrême, des statuts migratoires précaires et des réalités autochtones en milieu urbain, par exemple. Merci beaucoup, Marianne-Sarah. Donc, des solutions existent, on est d'accord. Oui, absolument. On nous dit souvent, ça sert à quoi les COP, hein, parce que après une trentaine d'événements internationaux comme ça, on espère que les solutions soient mises en œuvre. Et comme tu dis, les solutions existent et il y en a qui sont déjà sur le terrain, qui auraient juste à mettre du financement pour pouvoir Ouais. les exploiter et les mettre à l'échelle. C'est ça qui est comme pénible, je pense, pour certaines organisations qu'on trouvait, qui arrivent à aider certaines populations, mais que ils demandent beaucoup plus ou qu'on essaie tout le temps d'aller chercher des fois la petite aiguille dans la botte de foin alors qu'on pourrait faire quelque chose qui permettrait d'aller plus largement. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez vu, donc ce matin à la COP30, il y a une nouvelle coalition de bailleurs de fonds qui se sont regroupés pour justement faire en sorte que le climat et la santé soient mieux financés. C'est sûr que se sont engagés à verser un montant initial de 300 millions de dollars. On parle à l'échelle internationale, c'est pas non plus c'est ce qu'on devrait nous-mêmes investir au sein même de la province, un peu plus au Canada. Donc, merci beaucoup pour ces échanges riches. Ce qu'on retient, il y a beaucoup de choses à retenir, mais on a juste à peine une heure. Donc, on retient que la crise climatique, ça ne crée pas des inégalités, mais ça les révèle, ça les aggrave. Donc, ce panel nous rappelle aussi que la santé publique est un formidable levier pour bâtir des politiques climatiques plus justes, parce qu'elle repose sur la prévention, la solidarité, l'humain, l'équité, hein, Julie, je reprends
donc ton cri du cœur aussi. Donc, les exemples partagés aujourd'hui montrent qu'on peut faire autrement en intégrant les personnes concernées dans les décisions, en reconnaissant l'expertise du vécu, l'expertise des gens qui sont justement en situation de vulnérabilité. On a beaucoup parlé de logement, d'accessibilité aux soins, l'accessibilité tout court, les priorités climatiques. Donc dans ce contexte-là de la COP30, c'est exactement ce qu'on doit se rappeler, c'est que les engagements climatiques ne peuvent pas être déconnectés de la réalité finalement, de la réalité sociale. Et la transition juste commence toujours par la protection de la santé et de la dignité humaine. Donc, merci encore. Sous ces mots, j'aimerais ouvrir la discussion avec les participants et les participantes. Noémie, je ne sais pas s'il y a eu des questions à ce Non, sujet-là. on n'en a pas encore. Moi, sinon, je peux commencer en attendant, mais n'hésitez vraiment pas là, à écrire dans le QR en bas de l'écran, puis ou également dans le chat, là, vous pouvez écrire vos questions. Donc, vous êtes libre de le faire. Moi, en attendant, je me posais la question à savoir parce que là, on voit à quel point il y a possibilité, je pense, d'avoir des solutions. Comme tu as dit, Cyril, aussi, là, il y a parfois, les solutions existent, mais on n'a pas le financement. Est-ce que, quand même, peut-être la question s'adresse un petit peu plus à Marianne Sarah, là, est-ce que dans les CIUS, dans les municipalités, il y en a quand même des choses qu'on voit, même peut-être avant que la crise climatique exacerbe autant ces vulnérabilités-là, est-ce que ça existe en ce moment des mécanismes, des choses qu'on dit les équipes essayent de le porter à bout de bras, mais c'est là, puis il y a quand même certaines choses qui sont faites? Oui, oui, il y a vraiment déjà des choses qui sont faites, puis il y a vraiment des gens, tu sais, avec tu le vois que les gens qui connaissent bien les enjeux, ils ont vraiment ça à cœur. Je donne juste un exemple. Parmi des gens qu'on a rencontrés de CIUS, il y en a qui font des trousses pour les personnes en situation d'itinérance à chaque saison pour s'adapter à l'hiver, à l'été. Quand c'est le temps de faire ces trousses-là, ben, ils ont remarqué qu'il y avait des choses qui se rajoutaient, comme par exemple un poncho qui était demandé à certains moments, alors que, par exemple, durant l'hiver, parce qu'il y a davantage de gel, dégel. Donc, différents éléments qui se rajoutent qui n'étaient pas là avant. Donc, déjà, il y a des solutions de plus en plus qui commencent à émerger. Du moins, l'enjeu climatique émerge de plus en plus dans la cour des gens qui s'occupent des personnes en situation d'itinérance, de ce dossier-là. Ça, on le voit arriver de plus en plus par la demande sur le terrain. Donc, il y a déjà des solutions qui sont là. Mais l'enjeu, c'est que il y a un manque de coordination, comme je disais tantôt, avec les différentes instances gouvernementales qui s'occupent de différents enjeux. Mais aussi, il y a vraiment un manque de financement à ce niveau-là. Donc, il y a une crise de l'itinérance, une crise du logement, puis une crise climatique. Puis ces trois-là devraient être liés ensemble, ce qui ne se fait pas encore, même si ça se parle déjà sur le terrain, là. C'est vraiment juste un enjeu de volonté politique d'y mettre davantage de fonds. Merci, merci beaucoup. On a une question de Geneviève Baudet. Combien de personnes et organisations participent à ce séminaire, en ce moment? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Ah, on a 30 personnes qui ont assisté à la rencontre. Excusez, je pensais que la question serait plus orientée vers ce que vous avez discuté. En même temps, je voulais en profiter pour faire le lien aussi. J'imagine peut-être, Julie, là, que Oxfam Québec a quand même vraiment des liens avec ce qui se passe à la COP et tout ça. Est-ce que vous avez entendu présentement à la COP30, là, comment se passent les différentes négociations en lien avec ça? Est-ce que le programme sur la transition juste, par exemple, est-ce qu'il y a des moyens en ce moment qu'on voit de plus en plus qui s'adressent à des populations comme celles qu'on a nommées aujourd'hui? Écoutez, c'est certain qu'actuellement, c'est très... on fait un peu la sourde oreille, j'aurais envie de dire. On fait un peu la sourde oreille dans les grandes discussions. On est encore aux négociations de base de à quel niveau on devrait contribuer et comment on devrait contribuer. Donc, encore moins de parler de à qui on devrait s'adresser, j'ai envie de dire, malheureusement. Tu sais, je pense qu'actuellement, on est dans des discussions de... C'est super, il y a eu un fonds de perte et dommages qui a été créé hein, dans la COP 28, là, donc où les pays se sont entendus pour créer un fonds de perte et dommages, où chaque pays va contribuer à ce fonds. Les pays principalement responsables vont contribuer à ce fonds, responsables des changements climatiques, pardon, vont contribuer à ce fonds pour que par la suite, les pays qui sont les principaux, qui reçoivent principalement les crises climatiques
puissent utiliser ce fonds-là. Malheureusement, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans ma présentation, on ne parle pas de financements qui sont sont spécifiques à des projets qui visent, par exemple, l'autonomisation de certaines populations, des femmes, des personnes les plus vulnérables. Donc, c'est certain qu'on fait un peu la sourde oreille, mais les solutions existent, comme on l'a mentionné, hein. On en a mentionné plein, puis je pense que c'est ça aussi que j'aimerais mettre de l'avant, c'est que les solutions existent déjà, on peut aller simplement regarder ailleurs, et là, encore une fois, je reviens au plaidoyer que je portais un petit peu plus tôt, c'est de dire aussi que l'argent aussi existe. De dire que les fonds ne sont pas là, c'est un mensonge en soi. L'argent, elle existe, elles sont simplement très concentrées dans certaines poches. Donc, c'est simplement après ça d'aller dire si on peut venir taxer certains secteurs-là qui sont principalement polluants, si on peut venir taxer les individus les plus riches qui polluent, hein, on l'a mentionné, le 1% de la planète pollue autant que le 2 tiers de l'humanité. Si on peut aller chercher l'argent dans les investissements polluants, eh bien là, on peut créer un nouveau fonds en soi, on peut aller chercher les ressources qu'on a besoin pour des programmes spécifiques. Donc, les solutions sont là, l'argent est là. Après ça, comme Marianne Sarah l'a mentionné, ça prend beaucoup de volonté politique. Puis malheureusement, à la COP30, on n'a pas un historique fort de volonté politique. Par contre, on est aux 10 ans des accords de Paris. Donc, je vais souligner tout de même ce moment-là historique dans l'histoire de la COP. Puis, j'ose espérer lancer un cri du cœur au pays d'honorer cet accord-là 10 ans plus tard. Merci. Merci beaucoup. Peut-être en un petit dernier 3 minutes, là, j'adresserai peut-être ma dernière question à Sébastien. Là. C'est l'exemple que vous avez nommé là, dans les immeubles, par exemple, tu sais, on dit à tout le monde, il faut surtout pas utiliser l'ascenseur. Tu sais, on est vraiment dans des expériences de vécu très, très précises. J'imagine que ça doit être vraiment, il y en existe de multiples des exemples comme ceux-là. J'imagine là, comme population, on pense qu'on a des solutions pour tout le monde, mais comme vous avez dit, pour certaines personnes en particulier, ça ne convient pas du tout. Comment on fait pour vraiment mieux institutionnaliser ça, ce vécu-là qui existe de façon très ciblée chez certaines personnes? Oui, mais merci pour la question. C'est certain que la communauté des personnes handicapées, c'est très, très diversifié en soi et ça peut créer des défis. Et ce que je dirais, c'est que l'important, c'est pas d'avoir comme la meilleure politique, mais le meilleur processus. Et d'avoir, dans le fond, une approche de design inclusif où est-ce qu'on essaie continuellement, de manière itérative, à développer des meilleures politiques en s'adaptant au vécu, en l'intégrant. Donc, tu sais, c'est vraiment, puis ce qui est intéressant, quand on a cette approche-là, dans le fond, on peut l'adapter à différents contextes aussi. Donc, la réalité, c'est que oui, la communauté des personnes handicapées est diversifiée, mais les femmes aussi, là, c'est diversifié, là, c'est pas... Alors, tu sais, je pense que c'est vraiment... Et donc, le défi, c'est d'avoir des institutions qui sont flexibles, qui sont capables de s'adapter aux données, puis intégrer différents types de connaissances et le faire de manière itérative. Et malheureusement, nos institutions sont plus ou moins adaptées, je dirais, à ce genre de choses-là. C'est plus des processus de politique qui sont plus hermétiques, qui sont clos, qui prennent un certain temps. Et là, OK, on a la politique, puis là, on va la revoir dans 5 ans. Donc, on a vraiment besoin, je pense, de changer la façon qu'on développe nos politiques. Oui, super. C'est vrai que dans le fond, c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment venir faire le lien, puis selon les différents contextes. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que Cyril, il y avait un petit mot de la fin que tu voulais faire? Sinon, j'ai le mien aussi, là. Ben non, je vais te laisser, je C'est vais te laisser bon. le mot de la fin. Ben, merci Cyril, merci beaucoup pour l'animation. Donc, on tient à remercier là, vraiment tous nos panélistes, notre animateur pour les discussions vraiment enrichissantes qui ont eu lieu ce matin pour bien débuter la journée. Puis également les partenaires des Dialogues pour le climat, encore une fois. Donc, sachez que pendant les 2 semaines de la COP30, donc du 10 au 22 novembre, de façon harmonisée aux thématiques de tout ce qui se passe à la COP, les Dialogues pour le climat vous présentent à chaque jour des panels intersectoriels, des débriefages avec des gens qui sont sur place à la COP. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant et des dialogues sur divers sujets qui passent de la transition énergétique au Québec aux liens entre climat et biodiversité, santé des populations comme aujourd'hui, et j'en passe. Donc, vous allez recevoir aussi un formulaire là, qu'on va vous mettre dans le chat pour pouvoir nous donner des commentaires là, par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà, merci beaucoup à tous nos panélistes encore une fois, puis au plaisir de rediscuter avec vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.